Le matin se levait lentement sur le village de Kalemba, enveloppant les cases de brume tiède et de silence. Le ciel, encore hésitant entre la nuit et le jour, étalait des bandes pâles d'orange et de gris. Dans la cour de sa concession, Mara, une jeune mère d'une trentaine d'années, aux traits à la fois doux et marqués par les années de lutte, s'accroupit près du foyer. Elle souffla doucement sur les braises fatiguées, veillant à ce que les brindilles prêtes à s'enflammer ne s'éteignent pas trop tôt. Tout autour d'elle, la concession était paisible. Le village dormait encore. Seuls les chants lointains de quelques coqs brisaient le silence de l'aube. « Kofi, pas si fort !»« Tu vas réveiller les voisins !» gronda-t-elle doucement, sans se retourner. Mais les enfants ne l'écoutaient pas. À quelques mètres de là, ses deux fils, Malik et Kofi, se poursuivaient à travers la cour. Leurs pas légers soulevaient la poussière rouge, formant de petits nuages dans la lumière dorée du matin. Malik, l'aîné de 7 ans, avait ce regard vif qu'ont les enfants nés dans l'adversité, un mélange d'espièglerie et de maturité précoce. Kofi, 5 ans, plus petit, suivait son frère partout avec admiration. « Je vais t'attraper !» hurlait Kofi, tout sourire. « Jamais de la vie !» ria Malik en courant plus vite. Mara leva un instant les yeux vers eux et sourit. Ce tableau simple, ce bonheur si fragile, elle le chérissait plus que tout. Mais l'instant se brisa. Soudain, sans avertissement, un froid étrange s'abattit sur la cour. Pas un vent, pas un souffle. Juste un changement dans l'air, imperceptible mais réel. Même les coqs se turent. Et au loin, les feuilles cessèrent de danser. Puis Malik s'arrêta, raide, immobile, figé comme une statue. « Malik ?» appela Mara. Il ne répondit pas. Ses bras retombèrent le long de son corps. Son visage perdit toute expression et ses yeux. Ses yeux se retournèrent lentement, laissant apparaître uniquement le blanc, comme balayé par une vague invisible. « Malik !» cria Mara en se relevant d'un bond. C'est alors que l'inimaginable se produisit. Le garçon se mit à courir, mais pas vers l'avant. Il courait à reculons, comme tiré, comme happé, comme si une main invisible venue d'un autre monde l'arrachait à la réalité. Ses pieds heurtaient le sol dans un rythme désordonné. Il glissait, trébuchait, puis repartait toujours à reculons, comme si la terre elle-même le rejetait. « Malik! Malik, arrête !» hurla Mara en se mettant à courir. Kofi s'était figé, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Des voisins sortirent de leur case. Le vieux Bourama accourut, torse nu, tenant sa machette. Une femme se mit à prier à haute voix. Une autre couvrit son visage de son pagne. « C'est pas normal, dit-elle. C'est pas un enfant, ça. » Mara courait derrière son fils sans pouvoir l'atteindre. Chaque fois qu'elle approchait, Malik semblait glisser plus loin, va comme tiré par une force qui se jouait des lois du monde. Ses pieds creusaient la poussière, ses bras s'agitaient de façon incontrôlable et sa bouche entr'ouverte laissait échapper des sons qui n'étaient pas des mots. « Que quelqu'un m'aide! Il va tomber! Il va se tuer! » cria Mara, le cœur éclaté. Mais personne n'osait le toucher. Les hommes reculaient. Les femmes pleuraient. Quelque chose d'ancien et de terrible venait d'entrer dans le village. Et puis soudain, tout s'arrêta. Malik s'effondra, comme une poupée de chiffon dont les fils auraient été coupés. Mara se jeta sur lui. Elle le serra contre sa poitrine. Sa tête tombait lourdement contre elle. Ses bras étaient inertes. « Malik, non, mon fils, réveille-toi. Réveille-toi, implora-t-elle. Mais les yeux de Malik restèrent clos. Son visage si rieur quelques instants plus tôt n'exprimait plus rien. Il n'y avait ni blessure, ni trace, juste l'absence. Un silence funèbre tomba sur Kalemba, le genre de silence qui précède les grands malheurs. Mara, à genoux dans la poussière, berçait le corps de son fils en sanglotant. Autour d'elle, les villageois s'étaient figés. Certains priaient, d'autres fuyaient. Et sur le sol rouge, les empreintes de Malik en zigzag à reculons formaient une piste que personne n'osa suivre. Le soleil avait atteint son zénith lorsque la silhouette d'un homme solitaire apparut sur le long sentier rouge qui menait à Kalemba. La terre, craquelée par la chaleur de la saison sèche, soulevait des petits tourbillons de poussière à chacun de ses pas. Les feuilles des manguiers pendaient mollement. Le village tout entier semblait retenir sa respiration. Jonas revenait. Il n'avait pas remis les pieds à Kalemba depuis plus de 10 ans. Parti jeune, plein d'orgueil et d'ambition, il avait laissé derrière lui la terre rouge, les cases en banco et les regards incrédules de ceux qui disaient « La ville va le dévorer ». Ils avaient presque eu raison. Il marchait lentement, ses sandales usées raclant le sol.
Sur son dos, un sac de voyage décoloré par les pluies et le soleil. Son visage, autrefois lisse et plein de rêves, portait maintenant les traces d'une longue bataille invisible. Les échecs, les humiliations, les petits boulots et la solitude. Il n'avait ni diplôme, ni fortune, ni compagnon de route. Seulement lui-même et les souvenirs de ce qu'il avait été. Alors qu'il atteignait les premières cases du village, un vieil homme, adossé à un pilier de bois, leva les yeux. C'était Eban, le doyen du quartier, toujours assis au même endroit à l'heure où le vent tombait. « Tiens, tiens !» murmura-t-il. Le fils de Demba est revenu. Jonas s'arrêta devant lui, la gorge sèche. « Bon retour, garçon, dit Deban sans sourire. Tu reviens pour mourir ici ?» Jonas soutint son regard. Il aurait pu répondre avec ironie, mais il n'en avait plus la force. « Non, murmura-t-il, je reviens pour bâtir. » Le vieillard haussa un sourcil, intrigué par ce mélange de fatigue et de détermination. Jonas poursuivit sa route sans un mot de plus. Les enfants, intrigués, le suivaient à distance. Les femmes, à l'ombre des mangiers, chuchotaient entre elles. « C'est lui ? Oui, c'est bien Jonas. Il a changé. » Arrivé devant la vieille case de ses parents, il s'arrêta. Le toit était affaissé, les murs craquelés par les pluies et le temps. Mais c'était chez lui. Il poussa la porte grinçante. Une odeur de terre humide et de cendres froides l'accueillit. La lumière filtrait à peine à travers les brèches. Il posa son sac à terre, resta debout au milieu de la pièce vide. Dans un coin, une marmite rouillée, un balai en paille, un portrait délavé de sa mère suspendu de travers sur le mur. Jonas s'agenouilla. Il ferma les yeux. « Papa, maman, je suis là. » Ce soir-là, il ne mangea pas. Il ne dormit pas non plus. Assis à même le sol, il écoutait les bruits du village comme on écoute une langue oubliée. Les coassements des grenouilles, les appels des femmes, les battements du pilon contre le mortier, les voix portées par le vent. Au lever du jour, il sortit. Il traversa les champs abandonnés derrière la maison. Tout était à reprendre. La broussaille avait avalé les sentiers, les herbes folles avaient recouvert les anciennes cultures. Mais Jonas n'eut pas peur. Il se mit au travail. À main nue, il commença à défricher. Il coupa, arracha, nettoya. Chaque coup de machette était un acte de révolte contre l'échec. Chaque trace de sueur, une offrande au futur. Le soleil brûlait sa nuque. Ses paumes se couvrirent d'ampoules. Mais il continuait. Jour après jour, sans aide, sans plainte. Les villageois observaient. Certains riaient doucement. Il croit qu'il peut reconstruire tout seul. D'autres le regardaient avec un mélange de respect et d'incompréhension. Mais Jonas, lui, ne répondait pas. Il ne parlait pas. Il creusait. Il semait. Il traçait les limites d'un domaine que personne encore ne voyait, sauf lui. La nuit, il écrivait des lettres à des coopératives, à des ONG agricoles, à des inconnus. Il réapprenait à croire. Il parlait à la lune. Il parlait à la mémoire de ses parents. Et dans le silence de sa case, entre deux souffles, il jurait. « Cette terre me reconnaîtra. » Les semaines passaient. Jonas labourait seul la terre qu'il avait arrachée à la broussaille. Chaque matin, au premier chant du coq, il sortait avec sa machette à la main, les pieds encore engourdis de la nuit. La sueur baignait son dos avant même que le soleil ne soit haut, mais il ne se plaignait jamais. Un jour, alors qu'il portait une botte de bois sur l'épaule, il aperçut une silhouette familière penchée près de ses rangs de manioc. C'était Mara. Elle portait une robe simple et tenait un panier de feuilles fraîches. On disait qu'elle vivait seule depuis l'enfance, discrète comme une ombre, sans famille, sans plainte. Elle ne parlait jamais beaucoup, mais quand elle parlait de la terre, son regard brillait d'une lueur rare. « Ces plants ont soif, dit-elle sans lever les yeux. Jonas s'arrêta surpris. « Tu t'y connais ?» demanda-t-il. « J'ai grandi dedans, murmura-t-elle. Avant, le feu. Ce fut le début. Les jours suivants, elle revint. Elle lui montrait comment tourner la terre pour qu'elle respire, comment parler aux graines avant de les semer, comment écouter le vent. Lui, de son côté, lui écrivait des listes, lui apprenait à compter les sacs, à lire son prénom. Ils ne s'étaient jamais cherchés, mais quelque chose de juste s'était formé entre eux. Une alliance née du besoin de recommencer. Quelques mois plus tard, sans tambour ni cri, ils se marièrent. Sous le manguier de la concession, 2 calebasses d'eau bénite, un plat de riz et le consentement des anciens. C'était tout. Mais c'était suffisant. Et dans cette union silencieuse naquit une nouvelle vie. Jonas et Mara devinrent les gardiens d'un domaine que le village commençait à observer avec étonnement. Ils travaillaient côte à côte.
Lui écrivait, négociait. Elle plantait, récoltait. Puis vinrent les enfants. Malik d'abord, puis Kofi. Leurs cris, leurs rires, leurs premiers pas dans la poussière rouge comblèrent ce qui manquait encore. La terre rendait. Les récoltes abondaient. La concession s'élargissait. Et dans cette famille tissée de silence, d'efforts et d'espoir, on crut un instant que plus rien ne pourrait les atteindre. C'était un matin voilé. Le ciel semblait avoir oublié de se lever. Les oiseaux, d'ordinaire bruyants à cette heure, étaient étrangement silencieux. Une fine poussière flottait dans l'air et le soleil, timide, ne perçait qu'à peine les nuages. Sur le sentier principal de Kalemba, une femme descendait à pas lents. Sa silhouette était droite, sa démarche assurée. Elle portait un pagne bien noué, un haut blanc immaculé, et sur la tête, un foulard plié avec soin. Même la poussière semblait hésiter à coller à elle. Elle s'appelait Jelila. Personne ne l'avait jamais vue auparavant, mais tout le monde la regardait. Les vendeuses suspendirent leurs gestes. Les hommes se redressèrent sur leurs nattes. Son visage était doux, mais son regard ne l'était pas. Il y avait dans ses yeux une lumière froide, quelque chose qui ne demandait pas, mais prenait. Elle s'arrêta au marché, effleurant les légumes sur les étals. « Tu viens d'où » demanda le vieux Bako, le marchand de patates douces. « Je cherche un endroit où recommencer ma vie » répondit-elle avec un demi-sourire. La phrase, simple en apparence, se planta comme une graine dans l'esprit de ceux qui l'entendirent. Ce même après-midi, alors que Jonas arrosait les jeunes pousses de cacao, il leva la tête et la vit. Elle se tenait à l'orée de sa plantation, immobile, les mains croisées sur le ventre. « Vous cherchez quelque chose » lança-t-il, méfiant. « La rivière, répondit-elle. On m'a dit qu'elle était par ici, mais je me suis perdu. » Jonas la détailla. Elle ne tremblait pas, ne fuyait pas le regard. Au contraire, elle soutenait le sien avec une étrange intensité. « Elle est de l'autre côté du fromager, là-bas. Merci. »« Jonas, n'est-ce pas? Celui qui revient de la ville. » Il fronça les sourcils. Peu de gens mentionnaient ce détail, encore moins avec ce ton. « C'est moi, oui. On dit que tu fais prospérer la terre comme personne ici. » Elle tourna lentement le regard vers ses plantations comme si elle lisait déjà le futur. Puis elle sourit. « Mais la terre ne suffit pas. Il faut aussi quelqu'un pour la défendre. » Et sans autre mot, elle tourna les talons. Ses pas s'enfoncèrent dans la poussière, légers, presque silencieux. Jonas resta planté là, troublé. Il ne comprenait pas pourquoi son cœur battait plus fort, ni pourquoi ce simple échange avait laissé en lui un goût d'alerte. Depuis ce jour, Jelila semblait appartenir au décor. Sans bruit, elle s'était glissée dans la vie du village, comme une ombre qui trouve sa place au pied des murs. Chaque matin, elle passait par le marché, saluait poliment les anciens, aidait parfois à porter un seau ou à ranger un étal. Elle ne forçait rien. Et pourtant, elle était partout, comme si Kalemba l'avait attendue sans le savoir. Jonas, lui, faisait mine de ne pas la remarquer. Mais son regard la cherchait. Il lui parlait parfois brièvement sur le ton de la courtoisie. Mais ses phrases se faisaient plus longues. Ses pas ralentissaient quand il la croisait. « Ce sont de belles cabosses que tu fais pousser, Jonas, » glissa-t-elle un jour en effleurant une branche. « Tu t'y connais en cacao » demanda-t-il sur la défensive. « Je m'y connais en choses précieuses » répondit-elle en souriant. Depuis l'extérieur, rien n'était encore dit, rien n'était fait. Et pourtant, tout avait commencé. Les femmes du village furent les premières à le sentir. Elles voyaient les regards, entendaient les mots glisser comme des flèches. Elle ne parle pas comme une villageoise. Elle est trop sûre d'elle. Et lui, il ne rentre plus à l'heure. Un soir, Mara attendait Jonas sous l'auvent. Le repas était prêt depuis 1 heure. Les enfants s'étaient endormis. Le feu s'éteignait doucement. Elle regardait la piste. Rien. Pas un pas. Pas une silhouette. Lorsqu'il rentra enfin, les vêtements poussiéreux, le regard ailleurs, elle se leva. « Jonas, tu étais où? Dans les champs, répondit-il sans la regarder. Jusqu'à maintenant? Il haussa les épaules, entra, posa sa machette contre le mur. Il ne mangea pas. Il ne parla pas. Il s'allongea sans même effleurer les enfants, ni jeter un regard à sa femme. Les jours suivants furent pareils. Le silence s'installa entre eux. Pas un silence de paix, mais un silence tendu, lourd, collant, comme une vapeur qui s'infiltrait dans les murs. Puis vinrent les premières confirmations. On vit Jelila près des plantations. On les vit rire ensemble, un rire léger, inhabituel chez Jonas. Un rire qui ne venait jamais quand il était avec Mara. « Tu as vu? Elle est là-bas,
avec lui encore. Et elle rit, comme si tout lui appartenait déjà. Mara, elle, sentait son cœur battre plus vite chaque fois que Jonas s'éloignait. Elle ne disait rien. Elle observait. Chaque mot qu'il ne disait pas devenait un soupçon. Chaque pas en dehors du foyer devenait une question. Un soir, elle osa. « Jonas, cette femme, Jélila, tu la vois souvent ?» Il ne répondit pas. « Est-ce qu'elle est venue ici? Est-ce que tu me caches quelque chose ?» Il la fixa un instant, puis détourna les yeux. « Elle est nouvelle dans le village, c'est tout. Mais dans le ton, dans l'absence de colère, dans cette neutralité glacée, Mara comprit qu'il mentait. Et ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le plus dur n'était pas qu'il mente, mais qu'il ait cessé d'avoir honte de mentir. Les nuits étaient devenues étranges à Kalemba. Le vent soufflait différemment, les chiens aboyaient sans raison, puis se taisaient brutalement comme muselés par une présence invisible. Et Jonas, lui, ne dormait plus. Il quittait la case en silence, marchait seul dans les champs sous la lune, les pieds nus dans la terre humide. Il ne parlait à personne. Il ne regardait plus Mara. Il passait devant ses enfants comme s'il n'existait pas. Quelque chose en lui s'était déconnecté, comme si une autre volonté avait pris sa place. Et cette volonté avait un nom, Jélila. Elle apparaissait là où il allait. Parfois au bord du sentier, parfois près du grand fromager, ou même dans l'ombre de sa plantation. Elle ne l'appelait jamais. Elle attendait. Silencieuse, comme une réponse que personne n'a posée. Un soir, alors qu'il sortait une fois de plus sans explication, il la trouva assise sur une pierre plate, les jambes croisées, les mains jointes sur les genoux. « Tu m'attendais » murmura-t-il. Elle leva lentement les yeux vers lui. Depuis toujours. Le silence autour d'eux était total. Même les insectes s'étaient tus. La lune semblait suspendue dans un ciel trop clair. « Dis-moi, tu crois encore que tu peux être libre avec elle ?» demanda Jélila. « C'est ma femme, » répondit-il. « Ce sont mes enfants. » « Non, Jonas, ce sont tes chaînes. » Il sursauta, la gorge nouée. « Que veux-tu dire ?» Elle se leva, s'approcha doucement, jusqu'à ce que leurs visages ne soient séparés que par un souffle. « Tant qu'ils existent, elle aura un pouvoir sur toi. Une trace. Une racine. Tu veux me choisir? Alors choisis-moi entièrement. » Jonas recula, mais elle posa une main sur sa poitrine. « Tu sais que je ne te mens pas. Tu sais que ta vie a changé depuis que je suis là. » Il ferma les yeux. Oui, il le savait. Depuis qu'elle était entrée dans sa vie, il ne rêvait plus. Il flottait. Il agissait comme s'il était regardé depuis ailleurs. Chaque fois qu'il la touchait, il se sentait invincible. Chaque fois qu'il retournait dans sa maison, il se sentait étranger. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, à peine audible. « Je veux ton accord. C'est tout. Je m'occupe du reste. » Tu n'as rien à faire, Jonas. Juste accepter que pour renaître, il faut d'abord couper les racines mortes. Il se tenait debout, les bras ballants, la tête baissée. « Ce sont mes fils, » répéta-t-il plus pour lui-même que pour elle. « Ils sont les chaînes de ton passé. Moi, je suis ton avenir. » Il resta silencieux. Puis, d'une voix tremblante, presque étrangère à lui-même, il dit « D'accord. » Jélila sourit. Un sourire lent, carnassier, presque tendre. Alors c'est fait. Et dans ce sourire, une promesse ancienne venait d'être scellée. Une promesse faite non entre deux êtres, mais entre deux mondes. Le lendemain du pacte, le jour se leva avec une lumière étrange. Le ciel avait la couleur d'un linge lavé trop de fois, ni bleu, ni blanc. L'air était épais, presque collant. Un silence inhabituel régnait sur la concession de Jonas. Mara, comme chaque matin, s'agenouilla près du foyer. Elle préparait le feu, rassemblant les morceaux de bois humides sous sa marmite. Malik et Kofi jouaient près du manguier, leur rire éclatant fendant l'air comme des flèches de lumière. Mais tout s'arrêta, d'un seul coup, comme si le temps avait été suspendu. Malik s'interrompit au milieu d'un rire. Son visage se figea. Ses pupilles roulèrent sous ses paupières. Puis, lentement, comme la veille du drame oublié, il se mit à courir, à reculons. « Malik !» cria Mara, la voix fendue. Il ne l'entendait pas. Ses jambes agitaient la poussière avec frénésie. Son corps, désarticulé, semblait contrôlé par des fils invisibles. Il zigzaguait, bousculait des objets, frôlait les murs, échappait à toutes les mains qui tentaient de le retenir. Les voisins accoururent. Les cris montèrent. « Arrêtez-le ! Il va se tuer !» Mais Malik continuait, comme aspiré, comme offert. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, tout s'arrêta. Son corps s'effondra, sans un cri, sans un son. Mara, hurlant de terreur, le serra contre elle.
Son fils, son premier fils, était déjà froid. Elle cria jusqu'à ce que sa gorge ne puisse plus. Elle pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais la terre, elle, resta muette. Le lendemain, l'odeur du deuil n'avait pas encore quitté la concession que la mort revint. Cette fois, c'était Kofi. Au réveil, il ne bougea pas. Allongé près de sa mère, son petit corps était raide, ses lèvres bleuies, ses yeux clos comme endormis. Mais il ne respirait plus. « Kofi, Kofi, debout !» chuchota Mara. Puis elle le secoua, doucement, puis violemment. Elle le souleva, le serra contre elle. Mais rien. Il ne réagissait pas. Il était parti, silencieusement, dans la nuit, sans un bruit. Le cri qui sortit de Mara ce matin-là n'était pas un simple cri. C'était un cri qui ouvrit le ciel. Un cri qui fit trembler les cases voisines. Un cri que les enfants, plus tard, entendraient encore dans leurs cauchemars. Le village entier se rassembla. Certains se couvrirent la tête de cendres, d'autres tombèrent à genoux. Une vieille femme s'agenouilla près de Mara, murmurant des prières désespérées. « Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas naturel, disait-elle. Il y a quelque chose ici, quelque chose d'invisible. » Mara ne disait plus rien. Elle tenait Kofi dans ses bras, assise dans la poussière. Son visage était blanc de chagrin. Ses yeux étaient vides. Sa bouche entr'ouverte ne formait plus aucun mot. Elle ne pleurait plus. Elle ne criait plus. Elle était passée de l'autre côté, là où l'esprit se retire pour survivre. 3 jours s'étaient écoulés depuis la mort de Kofi. 3 jours que le feu du foyer n'avait plus brûlé. 3 jours que Mara n'avait pas parlé, ni dormi, ni même mangé. Elle était restée là, assise contre le mur de la case, le regard fixe, comme si elle attendait qu'on la réveille d'un cauchemar sans fin. Les 2 petits corps avaient été enveloppés dans des pagnes blancs. La cour avait résonné des chants funèbres que les anciens entonnaient d'une voix tremblante. Les femmes s'étaient relayées, posant une main sur l'épaule de Mara, murmurant des paroles qu'elle n'entendait pas. Et Jonas n'était jamais revenu. Pas une fois, pas un mot, pas même une présence. Le 4e jour à midi, alors que le soleil était haut et que la poussière retombait lentement sur les feuilles, une silhouette se dessina au loin. Jonas. Il marchait lentement. Sa chemise était froissée, ses sandales usées. Il avait l'air plus vieux, plus maigre. Mais son regard était vide. Il évitait les regards. Il passait entre les cases sans répondre au salut, comme un homme qui revient d'un lieu dont on ne revient pas entier. Lorsqu'il entra dans la concession, il s'arrêta. Devant lui, Mara se leva lentement. Elle était debout, droite, les bras le long du corps, les yeux rougis mais secs. Ils se regardèrent, longtemps, puis elle parla. « Où étais-tu, Jonas ?» Sa voix était calme, trop calme. Il ne répondit pas. Il baissa la tête. « Nos enfants sont morts, 2 en 2 jours, et toi tu as disparu. Toujours pas de réponse. Dis-le, Jonas, dis-le devant moi, devant les esprits de nos fils. Dis ce que tu as fait. » Il leva les yeux, ses lèvres tremblaient, il voulait parler. Mais aucun son ne sortit. Alors Mara tourna les talons. Elle entra dans la case, ouvrit un vieux sac de raffia. Elle y mit quelques vêtements, un pagne propre, un morceau de savon. Elle attacha le tout sans un bruit. Puis elle s'arrêta devant lui. « Je ne mourrai pas ici. » Sa voix était ferme. Pas un cri, pas une plainte, une déclaration, une promesse. Puis elle quitta la concession. Elle marcha sans se retourner. Le village, d'abord silencieux, sortit peu à peu de ses cases. Certains la regardaient partir avec admiration, d'autres avec honte, d'autres encore avec peur. Jonas, lui, ne bougea pas. Il resta debout, figé, dans l'entrée de la cour vide. Et Mara s'éloigna. Elle passa la rivière. Elle traversa les champs de cacao. Elle laissa derrière elle les tombes fraîches, les murmures, les trahisons. Et dans son cœur, brisé mais debout, ne restait qu'une seule certitude. Partir, c'était survivre. Depuis le départ de Mara, Jélila s'était installée dans la concession comme si elle y avait toujours été. Elle dormait dans la case principale, se servait des marmites de Mara, s'habillait avec de nouveaux pagnes qu'elle suspendait fièrement à la corde. Chaque matin, elle traversait la cour avec lenteur, saluant les voisins d'un sourire distant. Personne n'osait lui parler directement, mais tous murmuraient. Elle est entrée dans sa maison comme un serpent dans une jarre. Et Jonas, il n'est plus qu'une ombre. Car Jonas, depuis la mort de ses fils et le départ de sa femme, n'était plus le même. Il ne travaillait plus ses champs, il ne répondait plus aux salutations. Il restait assis des heures entières devant la case, le regard perdu dans le vide, comme s'il attendait quelque chose qui ne venait jamais. Mais Jélila, elle,
continuait de rayonner. Elle croyait avoir gagné. Jusqu'à ce matin-là. Le soleil était déjà haut quand deux silhouettes apparurent sur le chemin poussiéreux qui menait au marché. Deux hommes, couverts de poussière, avec des sacs de voyage sur le dos et des regards aussi durs que la pierre. Ils s'arrêtèrent net en apercevant Jélila, qui descendait la rue avec une calebasse d'eau sur la tête. Le plus jeune fronça les sourcils. « Toi » souffla-t-il. « Toi Ici ?» Elle tourna la tête lentement, reconnaissance immédiate. Son cœur se serra. « Tu n'as pas ta place ici » lança-t-il plus fort. Le second homme s'avança, pointant un doigt accusateur. « Nous venons de Ténou, de ton village, et nous savons qui tu es vraiment, Jélila, ou plutôt, Abba. » Le silence s'abattit d'un coup. Les passants s'étaient figés. Certains s'étaient approchés. D'autres reculaient, comme s'ils savaient que la vérité allait éclater comme une calebasse jetée à terre. « Tu pensais pouvoir nous fuir ?» continua l'homme. « Tu croyais que ce village t'ignorait? Nous allons parler au chef. Nous allons raconter ce que tu as fait. Ton règne ici est terminé. » Jélila sentit ses jambes trembler. Elle tenta de parler, de sourire. Rien ne sortit. Les deux hommes la dépassèrent. L'un d'eux cracha au sol. « Maudite soit ta langue de serpent. » Elle resta seule au milieu du sentier, les mains tremblantes, la calebasse penchée. Son passé venait de la rattraper, car dans son village natal, tout le monde savait. Des années plus tôt, elle avait été accusée d'avoir tué 3 enfants. Non pas avec une arme, mais par l'esprit, par les prières interdites, les rituels de nuit, les fétiches cachés. Le chef avait réuni le peuple. Le féticheur l'avait désigné sans hésitation. Elle avait crié son innocence, supplié, pleuré, mais personne ne l'avait cru. Elle avait été bannie, à jamais, chassée, honnie. Et voilà que maintenant, à Kalemba, sa nouvelle vie s'effondrait. Elle ne rentra pas au marché. Elle courut jusqu'à la concession, prit un sac, y jeta quelques vêtements. Une petite boîte en fer contenant ses gris-gris, et sans un regard en arrière, elle s'enfuit. Jonas dormait, ou du moins, il était allongé, les yeux ouverts, fixant un plafond invisible. Il ne l'entendit pas partir, ou peut-être ne voulait-il plus rien entendre. Et Jélila disparut, comme elle était venue, par le même sentier poussiéreux avalé par la terre rouge de Kalemba. Cette fois, elle n'attendit pas la nuit pour s'éclipser. Elle savait, le mal, quand il est reconnu, ne peut plus régner. 2 années s'étaient écoulées depuis que Mara avait quitté Kalemba. 2 années durant lesquelles les saisons étaient passées comme des nuages pressés. 2 années où elle avait dû réapprendre à vivre sans repère, sans enfant, sans mari. 2 années de silence, de larmes discrètes et de résilience tissée dans l'ombre. Elle s'était installée dans un petit village à 3 jours de marche, là où personne ne connaissait son histoire, là où son nom ne portait pas le goût amer du malheur. Chaque matin, elle se levait avec le soleil, attachait son pagne, lavait son visage et sortait avec sa houe. Elle travaillait dans les champs d'autrui, semait du maïs, récoltait du mil, transportait de l'eau. Elle ne se plaignait jamais. Elle avançait. Peu à peu, les villageoises l'acceptèrent. Non pas parce qu'elle parlait beaucoup, mais parce qu'elle écoutait, parce qu'elle aidait, parce qu'elle savait souffrir en silence. Et cela, les femmes le reconnaissent entre elles. Un après-midi, à l'ombre d'un grand tamarinier, Mara pilait du mil avec régularité. Son pilon frappait le grain dans un rythme calme, comme un tambour apaisé. C'est alors qu'un marchand ambulant s'arrêta près d'elle. « Tu es bien Mara, celle de Kalemba » demanda-t-il doucement. Elle releva la tête un instant hésitante. « Oui, pourquoi ?» L'homme baissa les yeux. « Jonas est mort, il y a quelques semaines. » Mara ne répondit pas. On l'a retrouvé seul dans sa case. Il ne sortait plus. On dit qu'il appelait tes enfants dans son sommeil, qu'il parlait dans le vide. Et la fille, Jélila, elle a disparu peu avant sa mort. Personne ne l'a revue. Mara resta figée. Elle posa doucement le pilon contre le bord du mortier. Elle ferma les yeux. Une seule larme roula sur sa joue. Elle ne sanglota pas. Elle ne cria pas. Elle se contenta de souffler lentement, profondément. Puis elle reprit le pilon, reprit le rythme. Tchoc! Le bruit régulier recouvrit la douleur, pas pour l'effacer, mais pour vivre avec. Ce jour-là, alors que le soleil déclinait et que l'ombre du tamarinier s'allongeait sur la terre, Mara releva les yeux vers le ciel. Il n'y avait plus de cris, plus de visages hostiles, plus de pactes, plus de morts à enterrer. Il n'y avait que cette poussière, cette lumière douce et cette paix. Pas une paix bruyante, pas une paix qui répare tout, mais une paix suffisante pour respirer.
et pour survivre.